Bonjour, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Je suis extrêmement honorée d'être dans cette assemblée de chirurgiens, en tant que pédiatre, médecin, je suis docteur ici. Et donc je vais essayer de vous parler un petit peu de l'obésité de l'enfant et finalement de voir un peu comment on peut envisager maintenant la physiopathologie, pourquoi certains enfants deviennent obèses. En fait, c'est la question. Tout le monde va me dire c'est parce qu'ils mangent trop et qu'ils ne bougent pas assez. On est d'accord. On a tous des enfants autour de nous qui finalement ne bougent pas et mangent peut-être un peu trop, qui ne sont pas obèses. Pourquoi certains finalement deviennent obèses? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre parce que ça a un impact sur notre prise en charge. Alors ma première diapo, et je vais régulièrement la remettre, actuellement en 2018, il faut envisager l'obésité de l'enfant, et je ne parle que de l'enfant, je suis pédiatre, je ne parle pas de l'obésité de l'adulte, et je veux vraiment que les choses soient très claires. L'obésité de l'adulte, pour moi, c'est une autre maladie. L'obésité de l'enfant, je pense qu'on peut la considérer comme une maladie en fait cérébrale, une maladie du contrôle de la prise alimentaire, puisque l'on sait que notre prise alimentaire est contrôlée au niveau du cerveau, au niveau du hypothalamus en particulier, et qu'on est censé ne manger que ce dont on a besoin. Or, on sait qu'en fait, au niveau de l'hypothalamus, il y a une zone très particulière qui est au niveau du noyau arqué, avec des noyaux hypothalamiques qui contrôlent la prise alimentaire et la balance énergétique. Et il y a un certain nombre d'éléments maintenant dans la littérature qui nous montrent que finalement, lorsque cette zone de l'hypothalamus est atteinte, soit parce qu'il y a une maladie génétique, soit parce que certains enfants étaient programmés in utero, je reviendrai après, soit parce qu'il y a eu une dysrégulation acquise, comme par exemple un traumatisme crânien qui a touché ces zones de régulation, une tumeur cérébrale, eh bien on voit des patients devenir hyperphages et développer une obésité importante. Et tout se passe au niveau de l'hypothalamus. Et c'est parce qu'il y a ces lésions hypothalamiques que les enfants mangent trop et ont probablement ce comportement de sédentarité qu'ils développent l'obésité. Et donc maintenant, en 2018, ce qui est vraiment important, c'est que oui, ces enfants ont ce comportement, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ont ce comportement, et ça se passe ici, au niveau de l'hypothalamus. Alors vous voyez sur ce schéma, je vous ai vraiment mis les causes les plus fréquentes, et la part génétique est quand même assez importante, et surtout les facteurs que je vous montre ici, c'est sur les facteurs génétiques qu'on a le plus d'éléments actuellement pour dire qu'il y a une prédisposition génétique à l'obésité. Non pas que ce soit mort et qu'il n'y a rien à faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants qui deviennent obèses, et encore une fois, je ne parle que d'enfants, eh bien ils ont une prédisposition à développer cette obésité. Alors cette diapositive, elle est peut-être un petit peu lourde, mais elle est très récente et extrêmement intéressante, puisque en fait un des modèles majeurs qu'on peut utiliser pour savoir dans des maladies aussi complexes que l'obésité, les maladies polygéniques, c'est en fait étudier les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, où finalement ils ont la même génétique, un environnement qui se partage, et on regarde, c'est fait dans beaucoup de maladies polygéniques, et en particulier dans l'obésité. Vous pouvez faire un petit peu moins de bruit à l'étage. Merci beaucoup. En fait, on regarde pour ces maladies polygéniques, quelle est finalement la part dans la détermination de la génétique et de l'environnement. Alors on avait un certain nombre d'éléments dans les petites cohortes qui nous montraient que la part génétique jouait un rôle important dans la détermination du poids et de l'indice de masse corporelle. Et là, tout récemment, en 2016, dans l'American Journal of Clinical Nutrition, il y a un travail énorme qui a en fait réuni des dizaines de patients, tous jumeaux monozygotes, 45 corps de jumeaux d'origine multiple, et grâce à des analyses statistiques extrêmement complexes que je ne vais pas vous développer là, ils ont pu montrer qu'au cours de l'enfance, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, et bien lorsqu'on regardait la répartition pour déterminer l'IMC de la génétique, de l'environnement commun, qui est finalement l'environnement familial, et de l'environnement communautaire, qui est plus notre environnement, les villes, la campagne, l'urbanisation, etc., et bien on voit qu'en pourcentage, la part génétique reste extrêmement importante, plus de 70% de détermination par les facteurs génétiques pour la détermination de l'IMC, et ça quel que soit l'âge, c'est-à-dire de 0 à 18 ans. On voit peut-être une petite baisse dans la petite enfance, vers 3 ans, où l'environnement joue un rôle important, mais en tout cas, tout au long de l'enfance, vous voyez que la génétique détermine plus de 60% de l'IMC chez l'enfant. Il y a exactement la même étude qui a été faite chez l'adulte, et là, vous voyez, pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans la même maladie, on est sur moins de 50% de facteurs génétiques qui déterminent l'obésité de l'adulte.
Chez l'adulte, l'environnement a un rôle important, probablement aussi important que la génétique. Chez l'enfant, l'environnement a un rôle, bien sûr, mais la part de prédisposition génétique est quand même beaucoup plus importante. Et tout cela tout au long de l'enfance. Alors, moi je m'occupe d'obésité, mais je m'intéresse plus particulièrement aux facteurs génétiques impliqués dans l'obésité. Et actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que bien sûr, quand on représente la part de génétique et d'environnement pour déterminer l'obésité, on peut la schématiser comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours une part d'environnement et toujours une part de génétique. Mais selon les situations cliniques, la génétique va avoir un impact vraiment très important. Et vous savez qu'il y a quelques obésités purement génétiques, monogéniques, avec des mutations homozygotes, comme dans la mucoviscidose. Ces enfants homozygotes pour une mutation développent une obésité parce qu'ils ont une interruption de ce signal de contrôle de la satiété au niveau de l'hypothalamus. Ce sont de vraies maladies génétiques qui donnent des obésités extrêmement sévères et précoces. Et là, l'environnement joue un rôle très pauvre. C'est ce qu'on appelle les obésités monogéniques. À côté, vous avez quelques obésités rares qui s'appellent les obésités syndromiques, où là, l'obésité est associée à une déficience intellectuelle, c'est le syndrome de Prader-Willi par exemple. Ce sont des jeunes qui développent des obésités très sévères, mais ce sont des obésités très particulières, mais dont l'origine est génétique. Ensuite, ça reste des situations rares. On estime à peu près que c'est 3% des obésités précoces qui sont en rapport avec ces formes monogéniques d'obésité. Dans les formes plus fréquentes, on est plutôt sur des anomalies, ce qu'on appelle oligogéniques, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie génétique, mais l'environnement permet d'avoir un rôle important et de moduler en fait le tableau clinique. Et les mutations qui ont été impliquées sont dans ces gènes-là, MC4R, POMC, peu importe le nom, ce sont des gènes qui codent pour des protéines qui sont impliquées dans le contrôle de la prise alimentaire. Donc on en revient toujours à cette zone de l'hypothalamus qui contrôle la prise alimentaire, et l'environnement joue aussi un rôle important. Et puis dans les formes les plus fréquentes, c'est polygénique, et là pareil, il y a un certain nombre de variants géniques, de polymorphismes génétiques qui ont été impliqués dans la détermination du poids. Et là, l'environnement joue un rôle un peu plus important. C'est-à-dire qu'on peut être porteur de variants génétiques, mais si on a un environnement favorable, on peut finalement limiter le développement de l'obésité. Et surtout, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que si on est porteur d'un seul variant, on a moins de risques de développer une obésité dans le même environnement que si on est porteur de 2, 3, 4 variants. Il y a un effet cumulatif des variants génétiques pour développer le tableau d'obésité, et là, l'environnement joue un rôle important. Donc finalement, c'est pas si simple. Alors on vous dit c'est génétique l'obésité, mais oui, c'est-à-dire qu'on a identifié des gènes, il n'y a pas un gène de l'obésité, il y en a sûrement plusieurs, et tous, la plupart du temps, se situent dans cette région du contrôle de la prise alimentaire. Ensuite, sur les autres facteurs, si on revient là-dessus, la programmation in utero, c'est tout ce qu'on appelle l'épigénétique, les retards de croissance intra-utérine. Il y a quelques éléments chez l'animal. Chez l'homme, les preuves sont beaucoup moins nettes, en particulier chez l'enfant. Peut-être qu'on va découvrir d'autres mécanismes physiopathologiques, mais pour le moment, ça reste quand même assez discutable. Et puis le microbiote joue aussi un rôle important. On commence à avoir des données qui montrent que le microbiote des patients obèses et des enfants obèses est différent des patients non obèses, avec probablement des capacités d'extraire la calorie des aliments non digérés qui est beaucoup plus importante chez ces patients-là. Et chez l'adulte, finalement, quand on a un microbiote moins riche, une résistance à la perte de poids. Mais ça, c'est chez l'adulte, c'est pas du tout chez l'enfant encore. Donc vous voyez qu'en fait, ces enfants développent une obésité parce qu'ils ont cette prédisposition, à notre sens, vraiment plus génétique. En tout cas, il y a plus d'arguments actuellement pour dire que c'est génétique. Alors, quelle est la prise en charge? Parce qu'on m'a demandé de parler de prise en charge de l'obésité. Alors, il n'y a pas vraiment de mystère. C'est-à-dire que même si on est prédisposé pour avoir des problèmes de poids, malheureusement, en 2018, le seul traitement est diététique, et aussi d'augmenter l'activité physique pour essayer de contrôler le poids. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de ce qu'on appelle négativer la balance énergétique, c'est-à-dire qu'il mange moins par rapport à ce qu'il dépense. On va réduire donc les apports énergétiques en diminuant principalement toutes les calories, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout stigmatiser plus un aliment que l'autre. On parle beaucoup du Coca, du McDo sans les citer, mais en fait les enfants obèses mangent trop de tout. Finalement, c'est pas plus de McDo, pas plus de soda, il faut juste tout réduire. Et la plupart du temps, dans notre expérience, les enfants obèses mangent finalement assez sainement et vont très peu dans ces junk food, comme on dit. Et finalement, font très attention, mais ils mangent trop en quantité. Ils mangent trop, ils mangent comme des adultes, et donc parce qu'ils sont capables de manger ça à cause de leur prédisposition. Donc on doit toujours les encourager, c'est toute la difficulté dont je vais vous parler, parce que ces enfants doivent lutter contre cette prédisposition pour essayer de maintenir cette perte de poids. Au niveau de l'activité physique, on va leur demander de bouger un peu plus, mais c'est extrêmement difficile.
Et en fait, ce sur quoi on va le plus travailler, c'est la déculpabilisation des parents. C'est-à-dire de leur dire, oui, bien sûr, votre enfant est obèse, mais il y a une prédisposition génétique. Et donc, oui, bien sûr, votre enfant mange trop, mais c'est parce qu'il est capable de manger aussi autant. Hein. On a tous l'exemple de petits-enfants. Enfin, vous avez des enfants, des petits-enfants, j'imagine, enfin, je suppose. Et on ne peut pas gaver un enfant qui ne veut pas manger, vous ne pouvez pas lui donner à manger. Vous le forcez, il vomit. Donc ces enfants qui sont capables de manger autant, c'est parce qu'ils ont cette capacité, ils sont prédisposés. Et on doit toujours les encourager et les soutenir. Alors si on va un petit peu plus précisément dans les contrôles de la prise alimentaire, eh bien en fait, notre prise alimentaire est sous le contrôle, c'est un système hormonal en fait, de rétrocontrôle. Ce qui contrôle notre balance d'énergie et notre stock d'énergie qui est dans le tissu adipeux. Normalement, lorsqu'on a trop de tissu adipeux, on produit une hormone qui s'appelle la leptine, désolé, un petit problème de mise en page, ça augmente la leptine et en fait, qui est une hormone qui circule et qui est produite par le tissu adipeux. Lorsqu'on a trop de tissu adipeux par rapport à nos besoins, on a une leptine circulante qui augmente dans le sang et il y a un rétrocontrôle, on doit diminuer sa prise alimentaire, augmenter sa dépense d'énergie, bouger un peu plus pour revenir au poids antérieur et maintenir sa masse grasse à l'état normal. Chez les enfants qui ont cette prédisposition, en fait, comme ce système ne fonctionne pas, en fait, la masse grasse augmente, la leptine augmente, elle est corrélée à la masse grasse, mais en fait, il y a comme une résistance à la leptine, ça ne fonctionne pas bien, et donc ils ont ce système un peu de résistance à la leptine qui fait que même ils n'arrivent pas à limiter leur prise alimentaire. Mais à l'inverse, quand vous allez les mettre en restriction, c'est-à-dire qu'on va réduire leurs apports énergétiques, ils vont manger moins par rapport à leurs besoins, par rapport à leur poids, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que là, le système inverse va se mettre en place. Ils vont suivre les recommandations, moins manger. Ils vont diminuer leur masse grasse. La leptine va baisser. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va stimuler leur prise alimentaire. Donc en fait, ils vont avoir faim. Et chez un enfant, d'avoir faim, c'est très difficile pour lui qu'on lui refuse de l'alimentation s'il a faim. Et donc en fait, ces enfants obèses qu'on doit prendre en charge vont devoir lutter contre ce système de régulation de la prise alimentaire. Et donc nous, notre travail va être de les stimuler, de les encourager, de dire aux parents que c'est extrêmement difficile de perdre du poids, qu'effectivement, parfois ils craquent, mais qu'il faut s'accrocher, qu'ils vont y arriver, et de toute façon, c'est très difficile, parce que ce système de régulation ne fonctionne pas. Vous allez peut-être sortir déprimé, hein, mais c'est la réalité des choses, et c'est ce qu'on fait au cours de notre consultation. Alors nos objectifs de poids, vous voyez, c'est ça, c'est absolument pas de normaliser leur IMC. Nos objectifs de poids d'IMC, c'est de stabiliser la courbe d'IMC. C'est-à-dire cet enfant qui a accéléré sa courbe d'IMC, vous voyez, où il est en obésité, on va déjà lui demander, après la prise en charge, que sa courbe d'IMC redevienne parallèle aux courbes. C'est-à-dire finalement, il stabilise son excès de poids, parce que l'IMC augmente de toute façon jusqu'à 18 ans chez l'enfant. Hein. Son IMC augmente. Donc on ne peut pas lui demander de stabiliser l'IMC, parce qu'on lui demander de maigrir. Donc on va lui demander de stabiliser sa courbe d'IMC. Et puis sinon, on peut, dans certains cas, lorsqu'ils sont motivés, leur demander de réduire leur excès de poids, mais vous voyez, finalement, l'IMC, il reste stable. Parce que comme l'IMC augmente de toute façon jusqu'à 18 ans, le fait que leur IMC reste stable, fait qu'ils améliorent leur excès de poids. Ça, c'est important aussi, c'est qu'on ne leur demande pas de maigrir, on ne leur demande pas d'avoir un IMC normal. S'ils y arrivent, c'est formidable. Mais vous allez voir, c'est juste un tiers des enfants qui arrivent à normaliser leur IMC. Parce que le problème, comme c'est extrêmement compliqué ce système, c'est que les résultats thérapeutiques ils sont très décevants, à plus de 10 ans de suivi. Alors il y a quelques données, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, parce qu'on n'aime pas trop montrer que ça ne marche pas en fait. C'est difficile hein, de publier des résultats négatifs. En fait, la prise en charge médicale de l'obésité de l'enfant, ça ne marche pas très bien. Donc là, vous avez plusieurs études qui ont été faites à différentes époques par différentes équipes. Là, c'est l'équipe de Trousseau, vous voyez, on a regardé l'évolution de 174 enfants, suivis pendant près de 11 ans, hein, avec des âges extrêmement différents. Pareil pour les autres études, et vous voyez que lorsqu'on a regardé au bout de 10 ans de suivi ce qu'ils étaient devenus, eh bien, il y en a seulement moins un tiers à peu près qui a un IMC en dessous de 25, ce qui est la définition d'un IMC normal à l'âge adulte. D'accord ? Donc, quelles que soient les études, quelles que soient les équipes, malheureusement, il n'y a qu'un tiers des enfants qui auront un IMC normal à l'âge adulte. Alors, on peut dire, c'est formidable, il y en aura au moins un tiers qui seront guéris avec notre prise en charge. Alors après, on a essayé de savoir quels sont les facteurs finalement qui font que certains ont un IMC qui s'améliore, d'autres qui ont un IMC qui ne s'améliore pas. Alors ça, c'est un travail aussi qu'on a fait dans le service. Vous voyez, sur ces enfants qu'on avait regardés au bout du suivi, 174 enfants qui avaient été suivis, hein, quand même 10 ans.
qui ont été contactés 11 ans après l'arrêt du Suisse, étaient tous adultes, 21 ans. Et qu'on voyait, donc il y en avait 35% qui avaient un IMC en dessous de 25, donc normaux pondéraux, et les 65 autres pourcents étaient en surcharge pondérale avec un IMC au-dessus de 25. On a essayé de regarder quels étaient les facteurs qui avaient pu impacter sur l'évolution favorable de l'IMC. Quels étaient les facteurs qui avaient fait que ça avait évolué de façon favorable. Les facteurs qui n'avaient aucun impact sur l'évolution étaient les facteurs liés à la consultation. L'âge à la première consultation par rapport au début de l'obésité, le retard à la consultation par rapport au début de l'obésité, est-ce qu'ils avaient consulté au bout d'un an, au bout de 10 ans, ça ne changeait rien à l'évolution. La durée du suivi et l'efficacité de la prise en charge, est-ce qu'il s'était amélioré au cours de notre prise en charge. En revanche, ce qui avait un impact sur l'évolution, le niveau socio-économique élevé des parents, qui avait un impact positif sur l'évolution positive du poids, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'adultes d'IMC normal dans les hauts niveaux socio-économiques. Et ça, c'est toute la pression sociale et l'image négative de l'obésité. Il y a moins d'obèses dans les hauts niveaux socio-économiques. Le niveau d'études élevé. Et vous avez comme facteur péjoratif, s'il y avait des antécédents familiaux d'obésité comme l'IMC de la mère au-dessus de 25, on n'avait pas assez de données pour déterminer l'IMC du père, et l'origine non européenne. Ce qui montre bien qu'en fait, bien sûr que notre prise en charge est importante, je ne vais pas du tout dire qu'il ne faut rien faire. Mais il faut savoir qu'il y a des facteurs qui nous échappent, qui sont intrinsèques aux enfants et qui font que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et, et que donc certains vont évoluer de façon favorable et d'autres pas. Et l'autre élément qui est important, parce qu'on a tous très peur de dire que ces enfants obèses, ils ont un risque cardiovasculaire augmenté, donc il faut les prendre en charge. Là aussi, c'est vrai chez l'adulte, l'adulte obèse augmente son risque cardiovasculaire. Chez l'enfant obèse, oui, il y a un risque, mais s'il reste obèse. Or, vous avez vu qu'il y en a un tiers qui ne sont plus obèses à l'âge adulte. Et cette étude, en fait, le montre, ce sont des études de cohorte qui ont comparé en fait le risque d'avoir des facteurs de risque cardiovasculaire à l'âge adulte selon l'évolution pondérale. Ils ont comparé plusieurs groupes. Le groupe 1, où ce sont des enfants qui avaient un poids normal et des adultes qui sont restés de poids normal. Pas de problème d'obésité. Le groupe 2, des enfants obèses qui sont devenus des adultes de poids normal. C'est-à-dire c'est les 25% qui normalisent leur IMC. Le groupe 3, ce sont des enfants obèses qui sont restés obèses. Le groupe 4, ce sont des enfants qui étaient de poids normal, mais qui sont devenus des adultes obèses. Ce qui est 50% des patients adultes obèses qui n'étaient pas des enfants obèses. Il faut l'avoir en tête. Et donc, dans ce travail, ils ont regardé quel était le risque d'augmenter les facteurs de risque cardiovasculaire à l'âge adulte, en comparant à ceux qui n'avaient jamais eu de problème de poids. Eh bien, vous voyez que quand on comparait le groupe 1 au groupe 2, c'est-à-dire des enfants obèses qui ont été des adultes de poids normal, eh bien, vous voyez qu'ils n'augmentaient pas leur risque cardiovasculaire et ça correspond à 25% des enfants obèses qui vont évoluer vers un IMC normal. En revanche, si l'enfant obèse restait un adulte obèse, il augmentait bien sûr son risque cardiovasculaire de 15%. Et bien sûr, les enfants de poids normal qui sont devenus des adultes obèses avaient aussi ce même risque d'avoir développé des facteurs de risque cardiovasculaire. En conclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est l'obésité à l'âge adulte qui augmente le risque cardiovasculaire. Et effectivement, si on est un enfant obèse qui reste obèse à l'âge adulte, oui, bien sûr, on augmente son risque cardiovasculaire. Mais je vous ai montré qu'avant, ce n'était pas la majorité des enfants obèses et qu'un tiers allait évoluer vers un IMC normal. Donc, pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2018, il faut essayer de finalement appréhender différemment le traitement de l'obésité. Il faut probablement déculpabiliser les familles, et ça, je pense que c'est très important, parce que si on veut qu'il y ait une adhésion dans la prise en charge, il faut essayer de les rassurer, de les déculpabiliser, et souvent ça marche très bien. Ils sont tellement stigmatisés, ces parents, en disant « mais regardez comment vous aidez votre enfant ». On a tous eu devant nous un enfant obèse qui mange un pain au chocolat en se disant « ah, voilà pourquoi il est obèse, il mange un pain au chocolat ». Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question de combien de fois dans le mois il mange des pains au chocolat? C'était peut-être le seul pain au chocolat qu'il n'avait pas mangé, qu'il mangeait depuis 6 mois. Et ça, on ne sait pas, vous voyez. Donc, essayons de déculpabiliser les gens. Ne jamais évoquer les risques pour la santé, parce que ça, vraiment, ça ne marche pas, et puis c'est pas du tout une trajectoire de vie. Proposer un régime si l'enfant est capable, en attendant le déclic. C'est le moment où le jeune va être décidé, c'est souvent à l'adolescence, il faut être honnête, il se passe tellement de choses. Des fois, le déclic ne vient jamais, il faut être honnête aussi, mais parfois il vient. Et il faut être capable de laisser un enfant gros en attendant que sa motivation soit suffisante. Et donc, pour terminer, puisque mon temps est imparti, j'ai une dernière diapo,
C'est juste pour parler de chirurgie, parce que Nazia Kandalov va en parler juste après, mais c'est vrai que quand même, lorsqu'on est dans un échec et qu'on est dans une obésité très sévère, compliquée, on peut être quand même amené à discuter la chirurgie bariatrique, mais à mon sens, ça ne doit pas être pour tous les adolescents obèses, ça doit être bien évalué. Il y a un parcours HAS maintenant qui a été déterminé en particulier pour les critères d'éligibilité des moins de 18 ans, et je pense qu'il faut être très vigilant. Un adolescent obèse n'est pas un adulte obèse, et il faut être sûr qu'il y ait des bons candidats à la chirurgie, mais je ne veux pas déflorer le sujet de Nadia, et vous voyez qu'ils doivent suivre un parcours extrêmement précis avec une préparation d'au moins 1 an pour qu'on évalue la situation. Ce sont des adolescents qui ont plein d'idées magiques autour de la chirurgie, il faut vraiment appréhender ça et bien les suivre. Et c'est un parcours d'obésité sévère et complexe, et la chirurgie peut être une option, mais ne doit pas être la solution systématiquement. Et donc juste parce que c'est bien toujours de se faire un peu de pub, on a développé dans le sein de notre IHU en fait des petits carnets justement pour préparer au maximum les adolescents à la chirurgie, pour vraiment les aider à bien comprendre les risques, etc. Ils sont tous disponibles pour ceux qui font de la chirurgie de l'adolescent, et pour préparer la chirurgie et maintenir le cap après l'intervention, parce que le problème c'est pas avant, parce qu'ils sont tous, ils sont prêts à tout faire avant, il n'y a pas de problème, ils se mettent dans le moule, mais le problème c'est après, c'est comme chez l'adulte, et on a comme chez l'adulte beaucoup de perdus de vue actuellement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Jérôme Dargent peut me rejoindre avec plaisir. Voilà, moi je vous félicite, je suis très sensible parce que vous présentez, je vais vous dire à votre patron que j'ai trouvé que vous présentez le sujet de façon plus soft que lui-même, puisque la première fois que j'ai entendu une communication de Rousseau, c'était cette révolution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout culpabiliser les enfants, et que je pose quand même une question qui reste, on ne peut pas ne pas s'interroger. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent aussi en Afrique. Les enfants ont sûrement le même dérèglement hypothalamo-hypophysaire. Donc il doit y avoir des petits Africains qui sont très très malheureux parce qu'ils ont très faim et qu'ils ne peuvent pas manger, puisqu'on voit plein d'obèses. Comment vous me répondez? Je ne parle pas du Maghreb, parce que le Maghreb, il y a le local, ça marche. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un phénomène extra-français, etc. Mais c'est surtout à ces enfants-là que je pense que c'est au Maghrébin. Donc je voudrais quand même que vous expliquiez pourquoi quand même dans certains pays, le dérèglement hypothalamo-hypophysaire existe. Moi je me suis beaucoup baladé au Népal d'ailleurs, on ne voit pas de petits enfants obèses. Alors, je pense qu'il y a toujours eu des obèses, quelles que soient les époques et quels que soient les pays. Ça, c'est mon sac, excusez-moi. Quels que soient les pays, il y avait des obèses aussi au Moyen-Âge. Voilà, bon, bref. L'environnement joue quand même un rôle important. C'est-à-dire, je pense que dans ces pays où il y a quand même des conditions de vie extrêmement difficiles, très probablement que l'environnement joue un rôle de régulateur par rapport à cette prédisposition. Par contre, si ces populations arrivent dans des environnements comme les nôtres, là, ils risquent de développer en fait une obésité. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'avec le changement d'environnement, et c'est ce qu'on voit dans les pays émergents, en fait, très souvent, ce sont des gens qui avaient, donc il y a très peu d'obésité. Avec la transition économique, en fait, on voit une révélation de cette prédisposition à l'obésité, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'obèses dans les pays émergents actuellement, et que actuellement en France, je veux dire, c'est stable, hein. Il n'y a pas de plus, chez l'enfant, il n'y a pas plus d'obèses qu'il y a 20 ans, ça reste extrêmement stable. En revanche, il y a de plus en plus d'obèses dans les pays émergents, c'est la transition économique en fait. Soit en Chine, au Brésil, maintenant en Inde, et dans les hauts niveaux socio-économiques. Dans ces pays. Parce que sinon, je ne t'interromps pas ta question, bien évidemment, mais on fera un débat sur le. On va donner, si M. Dargent est d'accord, on va faire la chirurgie de l'enfant tout de suite, comme ça on va rester sur l'enfant, ce qui fait qu'on va débattre sur l'enfant. Si c'est une question très chirurgicale, on reporte après. Si c'est une question sur médicale, allez-y. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Par contre, je dois réagir sur une partie de vos propos, parce que vous parlez à un moment donné de guérison de l'obésité. Alors, nous, dans l'approche, on va dire, du moins chirurgicale de l'adulte, on a tendance à dire que c'est une maladie chronique. Et je voulais savoir que deviennent ces 30% d'enfants adolescents obèses qui reviennent à un indice de masse corporelle normal. Est-ce que vous avez la notion finalement qui reste à l'âge adulte à un indice de masse corporelle normal, ou est-ce qu'une partie de ces 30%-là vont échapper puis revenir finalement récidiver dans l'obésité? C'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, quand même, s'ils ont eu cette prédisposition à développer
à développer une obésité très précocement, ils gardent cette prédisposition. Et ce sont vraiment des patients qui ont besoin d'être en restriction toute leur vie. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a cette prédisposition génétique, puis ils arrivent à lutter contre ça, mais parce qu'ils décident et ils se mettent en restriction. Voilà, donc ça, on est d'accord, il y aura toujours besoin de faire attention. Mais je n'ai pas de données longitudinales, mais ça va vous donner une idée, on va peut-être les recontacter maintenant. On a 20 ans de recul et ce sera intéressant. Il y a une dernière question, Philippe, on va passer à la chirurgie. Oui, bien sûr, je ne me permettrai pas de parler de chirurgie bariatrique chez l'enfant puisque mon ami Nadia est là, donc pas de question de chirurgien. Question médicale. Question médicale parce que votre présentation était vraiment très remarquable et en particulier la première diapositive et la connaissance actuelle qui se développe dans les neurosciences et les IRM fonctionnels de l'identification de tout petits foyers, en particulier hypothalamiques. Et si on fait référence aux travaux de Hélène Nakache et d'autres, on comprend ce que je veux dire. Donc je voudrais vous demander si dans vos études, vous avez une approche sur ce terrain qui est à la fois un terrain de diagnostic, de recherche et d'éventuellement traitement médical ou neurochirurgical. Premier point. Ensuite, la deuxième question courte sera celle, évidemment, l'encouragement psychologique. Mais là, le bas blesse, c'est certainement que tout psychologue à tout venant, ou même pédopsychiatre, s'il n'est pas spécialement formé dans un domaine aussi sensible que celui de l'obésité des enfants, peut être totalement à côté de la plaque dans le traitement. Donc comment concevez-vous l'organisation d'une qualité, voire de centre de référence ou d'endroit de référence pour cette prise en charge médicale? Merci. Alors pour répondre à votre première question, effectivement il y a des données d'IRM fonctionnelles chez les adultes obèses et un peu chez les enfants qui montrent qu'au niveau des régions hypothalamiques, il y a vraiment un hypersignal très net dans l'obésité, que cet hypersignal est corrélé à l'IMC. C'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau de l'hypothalamus. Il y a eu quelques études de stimulation de l'hypothalamus qui avaient été faites à Grenoble dans des équipes sur des patients qui avaient des obésités adultes toujours très sévères et qui montrent que ça fonctionne. Mais bon, on fait ça dans des obésités massives, très très particulières. Après, il faut savoir, je ne vais pas tout développer, mais dans les formes monogéniques d'obésité, il y a actuellement des nouveaux traitements qui sont là disponibles depuis début 2018, où en fait on injecte par voie sous-cutanée une molécule qui va aller agir au niveau de l'hypothalamus et restitue en fait le signal mélanocortine de ces patients. En fait, c'est une molécule qui va dans l'hypothalamus et qui va agir sur un récepteur très particulier qui va donner ce signal mélanocortine. Et en fait, on se dit que peut-être ça va se développer dans l'obésité beaucoup plus commune. Mais là, pour le moment, c'est dans l'obésité monogénique. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, en fait, il y a depuis maintenant, début des années 2000, en fait, tout un réseau d'organisation de l'obésité qui s'appelle le REPOP, réseau de prise en charge, de prévention de l'obésité pédiatrique, où en fait, on organise les soins avec des médecins généralistes pédiatres qui se sont formés à l'obésité et aussi des psychologues et des diététiciennes qui ont cette formation autour de l'obésité pédiatrique. Donc ça, c'est la prise en charge, on va dire, de proximité niveau 1, comme on dit. Et dans les années, je crois que c'est 2010 ou 2012, il y a eu le plan obésité, sous l'égide du ministère avec Arnaud Badevant, où là, on a défini en fait des niveaux 3 avec des centres spécialisés d'obésité, et normalement même des centres intégrés d'obésité où il y a la chirurgie, la médecine, la recherche. Hein. On a plusieurs en France, et sinon il y a des CSO, des centres spécialisés d'obésité, où là vous êtes à l'hôpital avec des médecins spécialistes de l'obésité, des chirurgiens spécialistes de la chirurgie bariatrique et des équipes vraiment formées à la prise en charge. Donc c'est le plan obésité, ça marche plus ou moins bien selon les régions, mais bien sûr il faut être formé à ça. Voilà. Merci. Tu te poseras après la chirurgie. Question courte, réponse courte, parce que le temps passe plus vite que je l'avais prévu. Lobel-Rennes, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, et c'est vrai que l'obésité chez l'enfant, c'est un véritable problème de santé publique. Et si j'en juge par ce que me dit Paul Chernikov, qui est ce endocrinologue pédiatrique, l'obésité a beaucoup augmenté dans les années 80 à 2000, et depuis 2000, vous avez dit qu'il s'était stabilisé, lui disait que c'était plutôt en régression. Et ceci me paraît un peu paradoxal avec l'insistance avec laquelle vous avez présenté le facteur génétique. Parce qu'on imagine que la génétique, elle,
n'a pas ces ondulations. Et donc, sans doute, l'environnement est important, vous en avez parlé pour ce qui est des pays en voie de développement, mais est-ce que vous avez une explication? Et puis enfin, dernière chose que je voulais vous dire, je vous trouve quand même, bon, ça c'est nous, ça c'est les médecins, vous n'avez aucune confiance dans vos consultations. Ah si, voilà. Alors, puisque j'en sors, j'ai fait du coaching pendant 4 heures. C'est super, continue. Que ça sert à rien, c'est-à-dire qu'ils viennent tard, qu'ils viennent tôt, que tu vois, tout ça n'a pas d'importance. Oui. Je trouve que vous êtes pessimiste. Ah bah non, ça me déculpabilise moi aussi, et donc il faut toujours trouver un point positif. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas crier dessus quand leur faire peur parce qu'ils ne perdent pas de poids, il faut essayer d'être positif. Mais pour répondre à votre question sur l'environnement, je pense qu'en fait, effectivement, il y a eu un changement d'environnement en France, en Europe, à la fin des années 80 et jusqu'aux années 2000. C'est la transition économique, changement de mode de vie, le changement d'alimentation. Et là, maintenant, c'est très stable. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a plus de changement dans notre environnement. On est on est tous très sédentaires, on mange tous plus ou moins bien. Alors que dans les autres pays, cette transition économique, elle est maintenant. Donc finalement, au cours des années 2000, on a recruté quelque part les enfants qui étaient très prédisposés, avec le changement d'environnement. Et là maintenant, c'est tous les enfants prédisposés qui s'expriment avec un environnement qui reste stable. Et je pense que là, je me dis peut-être, comme l'environnement change un peu avec toute... Il y a beaucoup de réflexions autour de l'alimentation. Les jeunes mangent différemment, là, les véganes, limiter la viande, etc. Peut-être qu'on va voir l'effet inverse. Finalement, avec une modification de l'environnement, d'un mode de vie, peut-être qu'on va avoir moins d'obésité en Europe. Voilà, mais la génétique restera là, mais je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup en tous les cas pour cette brillante communication, et c'est important à l'Académie qu'on mette au point ces deux maladies complètement différentes. D'accord. Et à la limite, peut-être qu'à la fin de la séance, on vous demandera peut-être de rédiger un communiqué, parce que c'est surtout l'adolescent sur lequel on doit communiquer, et on pourra diffuser.